Personen den Rechten. La cantante de más de 200 ans a perdu 2% de la Rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereichs des Moving forward. Avec le développement de la vente en ligne, on peut se poser la question, est-ce que du coup, les ménages, les personnes usent de pratiques de mobilité différentes pour faire leurs courses? Dans un premier temps, on pourrait se dire, pas beaucoup. On parle de 8% du chiffre d'affaires hors alimentaire qui passe par la vente en ligne. Hors alimentaire parce que l'alimentation reste quand même un cas tout à fait à part. 8% c'est beaucoup d'un côté, mais il y a quand même 92% qui restent des achats classiques. J'ai fait les premières enquêtes sur la vente en ligne et les pratiques de mobilité en 2007. Et en 2007, c'était même pas 8%, c'était 4%. Donc là, on avait vraiment l'impression d'une pratique marginale. Mais il y a des effets induits. En fait, à partir du moment où les personnes avaient fait une fois un achat en ligne, elles savaient qu'elles pouvaient le faire. Et donc à tout moment, quelque part, dans les achats classiques, elles se représentaient la possibilité de les faire ailleurs. Et donc elles rentraient dans une géographie, je dirais, particulière en étant ici et en même temps ailleurs potentiellement. Si ce que je vois ici ne me va pas, je peux le chercher ailleurs. Et à partir de ce moment-là, elles rentraient, c'était très net, dans des pratiques de mobilité plus réflexives. C'est-à-dire qu'elles s'imaginaient en train de faire d'autres choix de mobilité. Et ce n'était pas juste une mobilité spontanée, quelque chose d'évident. Elles n'allaient pas au magasin où elles allaient d'habitude sans penser qu'elles pourraient aller ailleurs, même avec, encore une fois, des pratiques qui pouvaient rester très marginales. L'effet le plus massif, je dirais, ça concernait des choses difficiles à trouver. C'est-à-dire que ce que apportait la vente en ligne, en premier lieu, c'était le moteur de recherche. Plusieurs récits du genre « j'ai des pratiques très pointues, je suis un spécialiste de matériel audio, je suis un spécialiste de la pêche, peu importe. Je cherche un jouet très particulier pour mon neveu, etc. » Dans tous ces moments-là, en fait, on gagnait beaucoup de temps en utilisant les moteurs de recherche qui permettaient de trouver des produits qui étaient difficiles à trouver. Et donc ça a eu un effet certainement là de substitution. Plutôt que de faire d'interminables déplacements pour trouver un objet difficile à trouver, les personnes commençaient éventuellement à faire quelques déplacements pour chercher l'objet et puis très vite, elles renonçaient, elles passaient à la vente en ligne. Et donc là, il y a un effet de substitution très fort sur ces objets extrêmement pointus qui pouvaient représenter, encore une fois, des cas assez rares, mais des cas qui pouvaient coûter beaucoup de temps si on ne passait pas par les moteurs de recherche. Le deuxième effet sur la mobilité, c'était tout ce qui pouvait être téléchargé, c'est-à-dire précisément qui ne supposait pas après ça une livraison. Alors là, il y avait un effet aussi de substitution important, mais qui avait déjà commencé avec le Minitel. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà acheter des billets de train, des billets de spectacle par Minitel, ça se faisait déjà à ce moment-là. Et les personnes en fait, ont amplifié leur pratique depuis le Minitel vers la vente en ligne. C'était souvent ce passage-là qui se faisait. Après ça, bien sûr, on a parlé du téléchargement de la musique. Là, ce qu'elles appréciaient, c'était la possibilité de ne pas être dépendant des horaires d'ouverture. On pouvait acheter un billet de train à 11h du soir, un billet de spectacle à n'importe quelle heure, etc. Et c'était encore une fois le gain de temps, mais plus la question d'un gain sur la souplesse des horaires qui était valorisé, mais un effet induit, du coup, les gens ne se déplaçaient pas au guichet non plus. Donc là aussi, effet de substitution. Après ça, il y avait des effets qui étaient plus compliqués et quelque part peut-être plus inattendus. Une chose, moi, qui m'avait beaucoup étonné, c'est que du coup, les personnes commençaient à parler de leurs achats différemment et à faire un peu deux piles. Il y avait les achats plaisir et les achats corvée. Et en gros, ce qu'on pouvait considérer comme un achat corvée, eh bien, évidemment, on allait potentiellement le faire avec un achat en ligne. Par contre, les achats plaisir, on n'allait certainement pas, même si c'était éventuellement plus pratique,
les faire en ligne. Achat plaisir, par exemple, des gens qui disaient « Moi, j'aime bien flâner dans les magasins, moi je ne pourrais même pas acheter en ligne parce que je ne sais pas d'avance ce que je veux, j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de flâner, j'ai besoin de me faire tenter. Tout ça, c'est le plaisir des courses, je ne vais pas y renoncer, et acheter en ligne, ce serait une perte. » Par contre, d'autres achats qu'on n'aime pas faire, alors là, éventuellement, il y a un côté fonctionnel de l'achat en ligne, on va passer par là. Et donc, en fait, spontanément, les choses se divisaient comme ça. Donc, chez toutes les personnes, on voyait plus ou moins ce motif. Et donc, la mobilité prenait un autre sens, je dis plus réflexif dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir un regard sur les courses qui est un peu plus réfléchi, en se disant, bah là, ça, je vais le faire en achetant en ligne, ça, je vais continuer à y aller. Et puis il y avait des effets alors encore plus paradoxaux qui faisaient qu'en fait on passait plus de temps à acheter en ligne et on se déplaçait plus. Alors là c'était particulièrement typique chez des gens jeunes qui avaient donc un usage assez facile d'Internet et aussi souvent des gens qui n'avaient pas énormément d'argent et qui donc commençaient à comparer les prix de manière très très fine ou les offres de magasin en magasin. Et donc ils allaient voir en magasin le produit, ils revenaient voir en ligne. Quelquefois en ligne, ils découvraient l'existence d'un autre magasin pas très loin de chez eux où ils avaient de meilleurs prix, ils retournaient voir, ils rentraient chez eux, ils décidaient d'acheter une partie du matériel en magasin, une partie en ligne. Alors, dans le cas même des habits, ça c'est une pratique jeune que notre homme a dit qu'elle était assez répandue. Il y a des jeunes par exemple qui allaient en boutique essayer les habits, et puis une fois qu'ils avaient repéré la marque, la taille, le modèle, etc., ils retournaient acheter en ligne chez eux parce que c'était moins cher, mais aussi de nombreuses personnes qui en fait allaient essayer par exemple des appareils photo, des appareils électroniques un peu difficiles à utiliser, qui allaient les essayer en magasin avant d'aller les acheter chez eux. Ou l'inverse, des gens qui consultaient chez eux les notices techniques et qui après ça allaient en magasin acheter les produits dont ils avaient regardé les détails sur Internet. En fait, on avait un nombre énorme d'allers-retours entre l'achat physique et l'achat en ligne, et au total, quand on regardait les choses, une mobilité qui était accrue par l'achat en ligne et une perte de temps assez considérable. Donc là, de ce point de vue-là, on avait un effet tout à fait paradoxal. Donc ça, c'est l'enquête que j'avais faite en 2007. On a fait une autre enquête 5 ans plus tard. Alors là, on est près des 8% dont je parlais au début. En se posant cette fois-ci une autre question, est-ce que cet effet de la vente en ligne il est différencié d'un territoire à l'autre? Et évidemment, on a été regarder en périurbain, qu'est-ce qu'il en était de la vente en ligne, parce qu'on supposait bien qu'on allait avoir des pratiques différentes dans un contexte où les commerces sont loin, et où donc peut-être on aurait un recours accru à la vente en ligne. Alors, un recours accru, oui. Ça, on l'a observé. On avait surtout un recours autre, un autre type d'usage de la vente en ligne. Alors, par exemple, ces innombrables allers-retours que j'ai décrits, ça, bien entendu, on ne les observe pas en périurbain où la mobilité est beaucoup plus restreinte. Donc, quelque part, s'il y a un usage de la vente en ligne, il y a un usage beaucoup plus fonctionnel qu'en ville. Ce qu'il faut bien voir en périurbain, c'est qu'il y a une volonté très forte de diminuer le temps de déplacement. Ça, c'est d'ailleurs une constante, c'est que les ménages ne sont pas tellement conscients du coût monétaire des déplacements. En fait, ils le sous-estiment, mais massivement. Souvent, il y a un rapport de 1 à 3 entre le coût qu'ils imaginent payer et le coût qu'ils payent pour de bon. Donc, ce n'est pas tellement le coût du déplacement qui leur coûte, si je puis dire, c'est le temps. Et donc, ils essayent de regrouper leurs déplacements. Ils essayent de mettre 2 motifs de déplacement en même temps. Par exemple, j'accompagne mes enfants à la gym et en même temps, je vais faire mes courses. Et dans ce cadre-là, par exemple, on avait découvert un phénomène assez étonnant, c'est qu'il y avait des gens qui, du coup, utilisaient les drives, qui étaient dans les villes, pas là où ils habitaient, mais près de là où ils habitaient, là où ils emmenaient, par exemple, typiquement leurs enfants à la gym. Ils n'avaient pas le temps de faire des courses complètes. Et donc, ils achetaient en ligne de chez eux, ils emmenaient leurs enfants à la gym, au sport, n'importe quoi. Pendant ce temps-là, ils allaient récupérer leurs courses au drive, ils retournaient et ils allaient chercher leurs enfants. Et ça, du point de vue du temps, ça collait. Donc là, il y avait en fait une articulation relativement complexe, un chaînage des motifs de déplacement
Et la vente en ligne rentrait dans ces calculs de chaînage. Alors ça, c'était pour ce qui était des courses plutôt alimentaires. Dans le drive, c'est l'alimentaire. Il y avait effectivement la question que je disais tout à l'heure, que les gens qui cherchent un produit précis, bon évidemment, en périurbain où il y a moins d'offres, cette recherche d'un produit précis, elle se développait. Et alors là, avec des livraisons qui étaient facilitées quelque part par rapport au centre-ville, c'est-à-dire les livraisons dédiées du genre tournée de surgelés, etc., sont plus compliquées. En périurbain, il y en a moins, elles sont moins fréquentes. Par contre, les livraisons postales, elles sont les mêmes qu'en centre-ville. Et alors là, les livraisons de type postal, elles sont bien plus faciles parce qu'en fait, c'est assez facile en périurbain de s'arranger avec un voisin, de s'arranger même avec le facteur. Donc, avait un recours accru aussi de ce fait-là. Donc, les effets de substitution, quand on essayait de les mesurer à ce moment-là, je dirais qu'ils étaient beaucoup plus radicaux. On avait observé aussi que, par exemple, il y avait une utilisation du lieu de travail qui était plus développée qu'en ville. Souvent, on imagine que les gens utilisent leur lieu de travail pour faire des courses. On s'était rendu compte qu'en fait, c'est assez rarement le cas. Parce qu'en fait, pour les gens, la course, c'est une activité domestique. Et donc, ça se fait à proximité du domicile. C'est rarement le cas, sauf quand cette course à proximité du domicile n'est pas possible. Soit parce qu'on rentre trop tard, soit parce qu'en fait, il n'y a pas le magasin. Alors, effectivement, en périurbain, on s'apercevait que les gens utilisaient leur lieu de travail. Et alors, quelquefois aussi, là aussi c'est pareil, pour gagner du temps, ils se débrouillaient pour acheter quelque chose en ligne qu'ils allaient chercher pendant qu'ils étaient près de leur lieu de travail. Il y avait aussi là une articulation entre vente en ligne et utilisation d'un autre lieu, et typiquement du lieu de travail. Donc là aussi, on voit bien comment l'utilisation de la vente en ligne rentre dans une construction de plus en plus élaborée de la mobilité, en l'occurrence guidée par le gain de temps. Il y avait au total un effet induit assez inattendu quand on interrogeait les gens en périurbain, c'est qu'en fait, la gamme des courses considérées comme corvées était beaucoup plus vaste qu'en centre-ville. C'est-à-dire que le fait de l'éloignement des centres commerciaux faisait qu'il y avait une sorte d'éloignement, y compris symbolique, des lieux de vente. Beaucoup de gens disaient « moi, j'aime pas les centres commerciaux ». Alors, on avait interviewé, par exemple, des gens qui habitaient pas si loin, genre un quart d'heure en voiture d'un grand centre commercial. Au fait, quand on y réfléchit bien, si on habite en centre-ville, qu'on veut aller dans un centre commercial, on prend aussi un quart d'heure. C'est pas tellement plus court. Mais pour eux, pour ces gens-là, c'était loin, y compris dans leur tête. Beaucoup de gens disaient « moi, j'aime pas ces grands centres commerciaux, il y a trop de monde ». Et ils revendiquaient souvent un rapport à la nature, une proximité, une forme d'écologie d'ailleurs, évidemment sans doute pas dans l'empreinte carbone, mais dans la proximité avec la nature. Et au fond, cette proximité avec la nature se conjugue avec un éloignement de la ville, de la société de consommation, etc. Et donc on se rendait compte qu'il y avait un éloignement par rapport justement à des pratiques de consommation, d'achat un peu standard où justement on flâne dans les magasins, on se promène, etc. Et que cette pratique d'éloignement, elle était renforcée par l'usage de la vente en ligne. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser derrière tout ça, c'est la question de l'empreinte carbone, de l'évolution de l'empreinte carbone liée à ces pratiques de déplacement particulières. C'était d'ailleurs une des questions posées par l'enquête de 2012 sur le périurbain. Est-ce que la vente en ligne est une manière de diminuer l'empreinte carbone des déplacements liés aux achats? Alors, déjà, si on regarde la question en ville, on se rend compte, si on prend la question de l'empreinte carbone du côté de la logistique et de la livraison, je pense que la logistique est assez largement optimisée jusqu'au dernier kilomètre. Et il reste cette grosse question du dernier kilomètre de livraison en ville, où là on a d'une part des pertes d'optimisation importantes parce qu'en fait on a un éclatement des flux. Bon, dans la logistique, le principe de base c'est la concentration des flux. Tout ce qui est concentration des flux, d'une part, fait faire des économies, mais fait faire aussi des économies en empreinte carbone. La concentration des flux sur le dernier kilomètre, vous voyez un peu la difficulté que ça peut représenter. Je pense que là, il y a une marge de progrès importante.
Aujourd'hui d'ailleurs, on s'aperçoit que, typiquement dans l'alimentaire, les grands distributeurs de l'alimentaire ont un peu renoncé au dernier kilomètre. Ils mettent plutôt l'accent sur le drive et ils font faire le dernier kilomètre par l'usager. C'est pas forcément idiot d'ailleurs, y compris d'un point de vue de l'empreinte carbone, parce que de ce fait-là, comme le drive en fait est une opération assez rapide, souvent les gens le font en chaînant, c'est-à-dire ils font ça en rentrant chez eux du travail, assez typiquement. Donc l'augmentation de la mobilité, elle est quand même très faible. Et puis effectivement, il n'y a pas du tout la question du rendez-vous à gérer. Et le rendez-vous, quand on commence à vouloir... on ne peut pas livrer de l'alimentaire sans rendez-vous. On ne peut pas laisser les choses dans la boîte aux lettres. Donc quand on fait des rendez-vous, c'est une source importante de dégradation de la concentration des flux, parce qu'en fait, ce serait vraiment un hasard que deux voisins veuillent être livrés exactement à la même heure. Donc en fait, on perd énormément d'énergie. Donc en fait, aujourd'hui, cette idée, elle est plutôt de focaliser sur les drives. D'ailleurs, aussi, un peu une des solutions aujourd'hui envisagées, un peu développées, c'est justement d'avoir des formules un peu intermédiaires où il y a une logistique qui va jusqu'à un point relais éventuellement, une boutique, pendant que l'usager, lui, fait la mobilité de l'autre côté. Là aussi, c'est pas forcément si mauvais comme idée. Alors si on va vers le périurbain, il faut savoir qu'en fait, dans le périurbain, le réseau de points relais n'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne résout pas vraiment la question parce que souvent, pour les gens, le point relais est en fait assez loin. Donc là, de ce point de vue-là, il faut trouver un peu une autre solution parce que les réseaux de points relais, finalement, ils sont importants plutôt en ville. Donc ça, si on essaie de réfléchir en termes de chaîne logistique, voilà un peu où on peut jouer. Du côté des usagers eux-mêmes, est-ce qu'on peut imaginer des formes de mobilité moins, je dirais, qui dépensent moins d'empreintes, qui provoquent moins d'empreintes carbone? Bon, c'est assez complexe. Hein. Ce qu'il faut savoir, un peu la loi des reins, j'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est que les courses, c'est une activité qu'on fait près de son domicile. Donc, la seule manière de diminuer la mobilité liée aux courses, c'est de rapprocher les lieux d'achat du domicile ou de les rapprocher de lieux d'activité comme les activités de loisirs, encore une fois, les choses où on accompagne les enfants, etc. Donc là, c'est une autre voie, mais on voit bien que tout ça, ça repose sur un urbanisme, je dirais, multifonctionnel. Et aujourd'hui encore, on est plutôt, malheureusement, en train de continuer à développer un urbanisme monofonctionnel. Les centres commerciaux continuent à se développer. Près de là où on est aujourd'hui, il y a des projets d'écoquartiers qui se sont développés juste après qu'on ait ouvert des centres commerciaux quand même de taille substantielle à, je dirais, 2 km de ces écoquartiers. Ça rend impossible de développer des commerces dans l'écoquartier. Ça veut dire que les gens prennent leur voiture, bon, pour 2 km, c'est pas non plus énorme, mais je veux dire, on est en contradiction complète, c'est-à-dire que si on veut vraiment que les mobilités liées aux courses changent de manière radicale, la seule solution, c'est de rapprocher les commerces du domicile. Là-dedans, la vente en ligne, elle peut jouer un rôle, et en périurbain, elle joue un rôle, mais même en périurbain, il y a des solutions de rapprochement des points commerciaux du domicile. Par exemple, quand on avait fait ces enquêtes en périurbain, on s'était aperçu qu'il y avait des lieux qui étaient occupés une fois par semaine par un marchand de primeurs, par un boucher qui venait au cœur du village une fois par semaine et qu'un nombre significatif de gens, du coup, allaient faire leurs courses à cet endroit-là. Et on peut parfaitement mixer ce genre de formule avec la vente en ligne parce qu'on pourrait très bien imaginer justement des points de livraison rapprochés et qui sont ouverts dans des créneaux relativement fermés, mais à ces moments où justement il y a une petite activité commerciale dans ces lieux périurbains. Et je pense que pour moi c'est la seule solution. Encore une fois, sinon la question du dernier kilomètre restera très largement pénalisante. Rechten.